Salut messieurs, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour approfondir un petit peu l'écosystème de Cosmos, aller un petit peu plus loin que le podcast de découverte qu'on avait fait il y a quelques semaines avec Reda Barelli, qui avait justement beaucoup plu à la communauté pour repartir à l'écosystème de découvrir l'écosystème Cosmos. On va aller du coup un peu plus loin avec vous. Merci de nous rejoindre tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots avant d'échanger sur votre solution et puis sur Cosmos du coup? Je t'en prie, Quentin, vas-y. Donc moi, je suis le cofondateur de Stake Lab. Je m'occupe aujourd'hui un peu plus de la partie, on va dire, business et recherche des fonds qu'on va essayer d'apporter sur Stake Lab. Et puis, vas-y, Zadex. Et du coup, moi, donc Adrien, fondateur du Steak Lab, on m'appelle souvent Sdedex sur le milieu. Je m'occupe principalement de toute la partie tech, donc ce qui va être monter les validateurs, les faire fonctionner, les mettre en place, les mises à jour et une grosse partie ensuite qui va être de relations entre les projets, c'est-à-dire une nouvelle personne qui va vouloir s'introduire sur l'écosystème Cosmos, le mettre en relation avec les bonnes personnes et pouvoir développer au plus vite et au mieux, voilà, mettre en place les choses plus facilement pour que tout le monde aille au plus vite. Et Et on va, voilà, c'est on, ça. On va découvrir justement plus en profondeur votre solution parce qu'elle est centrale dans Cosmos et on verra justement pourquoi avec votre rôle de hub. Vous êtes le plus gros hub européen, hein, c'est ça? Ouais, alors je pense que du coup, il y en a quelques-uns qui sont à peu près au même niveau, notamment Imperator qui a vachement développé son écosystème et qui est justement très actif, vu qu'ils bon, ils font partie de la team de Osmosis et du coup, ils ont commencé à vraiment du coup, déployer beaucoup plus dans l'écosystème. Mais actuellement, oui, on a 38 blockchains du coup sur Cosmos et certaines qui sont en testnet qui devraient arriver très bientôt. Donc, on peut considérer une quarantaine actuellement. D'accord. Et on verra effectivement plus en détail les différences de ces différentes chaînes et leur rôle dans l'écosystème. Avant d'aller directement dans le vif du sujet, on va remettre un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas forcément vu le podcast avec Reda, même si je le mets en description et en fiche tout de suite si vous voulez aller le regarder. Pourquoi Cosmos? Qu'est-ce que c'est Cosmos? Ça a longtemps fait partie de la famille des Ethereum killer, comme on le dit, qu'on entend moins aujourd'hui. Hein, c'est un terme qu'on entend beaucoup moins, même plus du tout. Et pourtant, Cosmos prend une place de plus en plus importante et de plus en plus de projets vont sur Cosmos et pas sur d'autres projets. Je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette question. Qu'est-ce que Cosmos et quelle est la différence avec Ethereum si on devait prendre l'autre géant dans le même esprit? Bon, si Vas-y, tu veux. Adrien. Ok, pas de souci. Alors, ouais, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le terme de TH killer parce que le but, c'est pas de tuer Ethereum, c'est d'apporter une solution un peu plus innovante et un peu plus à jour et qui va justement permettre de scaler tout ça. Bon, potentiellement, on pourrait imaginer que Ethereum passe sous Cosmos un jour. Hein, c'est pas le but de tuer Ethereum. Mais alors, actuellement, comment ça a été fondé, Cosmos déjà? C'est une vision bien différente des autres. Eux, quand ils ont lancé leur modèle, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup moins VC oriented, donc beaucoup moins de fonds d'investissement, et essayer de justement répartir au mieux avec la communauté, en gros, le gain d'argent qui est généré par l'inflation et par le protocole de Proof of Stake. Au tout début, du coup, ils ont fait bon, une private sale et une ICO qui était du coup assez diversifiée. Et en fait, ça ne plaisait pas aux fonds d'investissement parce qu'ils ne trouvaient pas qu'ils y gagnaient assez. Et du coup, il y en a plein qui ne sont pas rentrés à ce moment-là en disant non, en fait, nous, on n'y gagne pas assez et on met ça de côté. Donc, ça a été vraiment fondé un peu sur une communauté un peu plus de développeurs qui est resté très longtemps dans l'ombre, donc avec une idée justement de créer un écosystème vachement plus ouvert avec justement toutes les notions de IBC, d'interopérabilité des chaînes entre elles. Donc c'était vraiment quelque chose d'innovant parce que ça n'existait pas et surtout quelque chose de vraiment mis dans le long terme. Donc, ils se sont vraiment projetés dans quelque chose de long et ça ne plaît pas forcément à un investisseur aussi au départ. Lui, il cherche un retour sur intérêt assez rapide. Donc voilà, ils ont bâti pendant à peu près 3-4 ans toute la fondation de Cosmos, qui est donc basée principalement sur Tendermint, qui a été rebâti sous Ignite il y a quelques jours d'ailleurs. Donc voilà, ils ont construit et là, bon, ça se développe plutôt bien. Depuis l'année dernière, on a commencé à connecter les premières blockchains entre elles.
sur Cosmos. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à prendre vraiment beaucoup justement d'engouement. On voit justement tout le monde en parle un peu partout. Et là, justement, tous ces mince, on a un peu raté justement cette époque-là, donc rentrer un peu au début. Et bon, il y a toujours cet engouement, mais pour le moment, ça reste quand même principalement de la communauté. Ce qui a vraiment changé un peu aussi un peu dans le game changer, on pourrait dire, c'est que les blockchains qui se lancent sous Cosmos, elles sont principalement distribuées donc, sur la tokenomics, c'est-à-dire vraiment toute la supply des jetons disponibles. On va dire qu'il y a des grandes parties, à peu près 30-40%, ça dépend des projets, mais on va dire une grosse partie qui est distribuée à la communauté, et donc la communauté principalement de Cosmos, notamment les Atom Holders ou les Osmo Holders. Maintenant, il y en a d'autres, il y a des Juno Holders, il y en a beaucoup d'autres qui rentrent en compte, mais on va dire principalement ces deux-là. Voilà, on est un peu sur cette base-là, quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus distribué à la communauté, qui permet justement donc l'interopérabilité des chaînes, donc c'est-à-dire connecter toutes les blockchains de Cosmos entre elles avec ce qu'on appelle des relayers. C'est des serveurs en gros qui vont faire via des endpoints, donc, ce qu'on appelle aussi gRPC. En gros, voilà, je crée une full node. Donc en gros, c'est un serveur qui est synchronisé avec la blockchain sur le dernier bloc. Je vais en activer deux. Voilà, une chaîne par exemple Atom, donc Cosmos, et Osmosis. Et je vais, via un relayeur, permettre justement les transactions entre les deux. Ça se fait très facilement et ça n'existe pas justement sur les autres chains. C'est ce qui est vraiment un peu le game changer. Et maintenant, on arrive aussi sur la deuxième partie qui va être du coup de permettre les anciennes blockchains, donc par exemple Ethereum, par exemple Polkadot, mais voilà, il y a encore quelques limites parce que ce qui marche vraiment pour relier un peu toutes ces chaînes, c'est ce qu'on appelle être EVM compatible. EVM compatible, ce n'est pas toutes les blockchains, notamment Polkadot ne l'est pas, et ils ont réussi à sortir une nouvelle blockchain, donc eux, c'est des parachains sur Polkadot, et cette parachain, du coup, c'est Moonbeam qui permet aussi justement la petite partie EVM compatible. C'est ça, actuellement, on a, c'est ça, hein, dis-moi si je me trompe, actuellement, on a 5 chaînes qui vont être compatibles avec Cosmos. Donc demain, on pourra faire un bridge avec Ethereum et directement le transposer sur Cosmos. Voilà. Là, par exemple, pour le moment, on a plusieurs acteurs. Donc, le premier acteur qui était censé être directement gravé dans Cosmos Hub, c'était Gravity Bridge, qui était censé être vraiment implémenté directement dessus. Et bon, ouais, ils se sont dit, en fait, pourquoi on ne ferait pas comme les autres? Pourquoi on ne créerait pas notre propre blockchain? Et voilà, du coup, ils ont créé donc, la blockchain Gravity Bridge, avec quelques petits dramas qui sont arrivés parce que la répartition des ressources n'était pas comme les nouveaux holders de Atom voudraient, une répartition un peu plus centralisée, on va dire, pour les développeurs. Mais voilà, donc, globalement, l'écosystème, il est un peu bâti là-dessus, et donc il y a des acteurs, donc Gravity Bridge qui va permettre un relais, par exemple, avec Ethereum, et d'autres acteurs comme Axelar qui se positionne comme un des plus gros relais qui va arriver très prochainement, avec justement toutes les blockchains EVM compatibles. Donc là, on va pouvoir avoir Ethereum, Moonbeam, Polygon, Phantom et Avalanche. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Pour les auditeurs qui connaissent plus, et j'en fais partie d'ailleurs, Ethereum que Cosmos, il y avait au début, moi j'ai eu la sensation au tout début de la crypto, de la blockchain, et puis en fait même pas au tout début, il y a encore quelques années, pardon. Beaucoup de gens voulaient créer leur blockchain. Il y a eu cette grande aventure où beaucoup ont fait des trucs de leur côté. Certaines n'ont pas survécu. Et Ethereum a réussi à s'imposer un peu comme le standard où en fait les gens se sont dit avec les smart contracts et une seule blockchain, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai l'impression du coup avec Cosmos qu'on revient dans la dynamique de créer sa blockchain autour d'un écosystème Cosmos. Est-ce que c'est le cas? Et en fait, qu'est-ce que ça permet qu'Ethereum n'a pas au-delà de la scalabilité? Je pense que l'avantage, c'est que avec le Cosmos SDK qui a été développé par Tendermint, on peut directement utiliser ce module-là. Et voilà, si tu veux, en une journée, tu peux monter ta propre blockchain.
Ouais, c'est vrai que déjà, ça, c'est une chose qui change. Alors, il y a plusieurs petits trucs qui changent. C'est que bon, l'apport de Starport, déjà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que ça demande pas vraiment beaucoup de ressources en tant que développeur. On n'a pas besoin d'être un vrai développeur pour comprendre comment ça fonctionne. On peut suivre la documentation et juste, voilà, c'est quelques petites choses qui vont changer à l'intérieur pour lancer sa propre blockchain. Ensuite, bon, il y a une petite partie infrastructure, tout ça, mais on va dire que c'est quand même assez gérable. C'est ça, le Euh, noyau reste le même hein, de toute façon. Juste les commandes en fonction de la blockchain qui va changer, quoi. C'est ça. Donc, il y a une petite partie tech. Si vraiment on veut la développer ensuite, bon, ok, là, ça va demander plus de choses. Mais l'idée, en fait, justement, de Starpod, c'est d'avoir une sorte de base et ensuite pouvoir y ajouter des modules. On pourrait imaginer un peu comme un Lego. On a une base et ensuite on ajoute ces petits modules. Voilà. Par exemple, j'ai une tour. Bon, bah, j'y ajoute des canons. Je peux y ajouter un pont, tout ce que je veux. Et en fait, bah, c'est un peu la même façon. On va avoir un module de base. On peut y ajouter, par exemple, un module NFT pour ajouter potentiellement avec CosWasm, par exemple euh, tout ce qui va être le smart contract, on peut vraiment y ajouter un peu tout ce qu'on veut. Donc, si on veut vraiment une base simple, juste une blockchain sans rien, c'est très simple. Ajouter des modules, ça demande un peu plus de technique, mais on va dire que c'est à peu près simple quand même. Ce qui va vraiment changer, comme tu disais, c'est que, bon, bah oui, les gens à l'époque, ils utilisaient principalement Ethereum et ils se lançaient dessus parce que, bon, c'était scalable. À l'époque, ça marchait très bien, il n'y avait pas trop de fees. Et surtout, bon, c'est là où il y avait la plus grosse communauté. Il y a un petit truc qui change quand même, c'est que sur Ethereum, déjà, on est sur un langage Solidity. Quand on va arriver sous Cosmos, on va avoir principalement du Golang et aussi du Rust pour tout ce qui va être smart contract. Donc déjà, c'est deux langages différents, mais à l'inverse, nous, on va avoir sur Cosmos des blockchains qui viennent et vont ajouter justement aussi d'autres possibilités. Il y a Agoric, par exemple, qui a fait une belle levée de fonds de 80 millions, je crois, l'an dernier, qui arrive bientôt et qui va permettre justement l'utilisation des smart contracts en JavaScript. Donc l'idée, ça va vraiment d'apporter sur tout l'écosystème. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que justement, une fois que c'est intégré sur une blockchain, c'est pas facilement, mais on va dire que c'est réplicable sur les autres vu qu'on est sur la même base. Donc, bah, ce qui est vachement bien, c'est que voilà, on peut intégrer à peu près ce qu'on veut et à peu près dans le langage qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'au-delà d'avoir, comme sur Ethereum, quelqu'un qui a une idée de protocole, qui va construire son protocole sur Ethereum ou sur Phantom, sur Polygon, parce qu'il y a moins de frais, par exemple, et d'avoir ces smart contracts, là, c'est un mec qui vient avec une idée et qui se dit, je vais faire ma blockchain avec mes solutions, avec mes validateurs. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, en fait, ça reste toujours un principe de est-ce que mon projet a assez de valeur pour valoir une vraie blockchain? Moi, j'avais toujours un peu ce sentiment de me dire que si je peux lancer à peu près n'importe quoi sur une blockchain, ça n'a pas forcément de valeur. Parce que justement, on voit qu'il y a des gros acteurs qui sont sous Ethereum encore, comme Uniswap ou autres. Voilà. Pour moi, ça devrait être une blockchain. C'est vraiment des protocoles qui ont vraiment beaucoup d'afflux, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ont vraiment une grande importance au final dans l'écosystème. Donc pourquoi pas avoir leur propre blockchain et justement au final, leurs transactions, leurs registres, tout au même endroit et justement réduire un peu cette pression sur Ethereum. Ouais, d'accord. Pour éviter qu'au lieu d'avoir une seule route où tout le monde passe, il y en ait plein qui irriguent le cœur central de la ville. C'est ça. Et en fait, justement, dans l'idée, c'est qu'avec sa propre blockchain, on n'a vraiment que ces transactions qui transitent sans sa blockchain. Tout ce qui va être relayé, ça va vraiment pas trop pomper, on va dire, beaucoup de ressources. Ça le fait au même titre qu'une transaction. Mais dans l'idée, c'est que justement, Cosmos, ce qu'ils veulent introduire, c'est une notion de hub et une notion de zone. Par exemple, voilà, je crée mon projet qui a, bon, je sais pas, un protocole de lending et borrowing donc de prêt et d'emprunt. Et je vais du coup me dire que voilà, c'est pas trop important. Je pense que ça a sa place avec ce hub, par exemple Atom. Ça va lui donner une utilité. Donc je vais créer ma zone qui va être reliée. Bah, voilà, je vais la relier à Atom et potentiellement deux, trois autres endroits parce que je pense qu'il y a une valeur ajoutée. Le hub, lui, il va avoir un besoin de ressources beaucoup plus conséquent parce que son but, ça va être de prendre toutes les zones autour et les concentrer au même endroit. C'est ce qu'ils essayent de créer. C'est pas encore, c'est encore très flou. Il y a beaucoup de gens justement, il y a des débats encore, hein, des dramas en se disant qui est un hub, qui n'est pas un hub. Pour le moment, on regarde Minscan, on arrive à voir que bon, bah, Cosmos c'est un hub, Iris c'est un hub, sans trop de zones autour pour le moment. Mais voilà, on essaie quand même de déterminer un peu tout ça pour le moment.
Et vous, du coup, qui êtes utilisateur aussi, avant de parler de votre solution et d'être développeur, vous êtes aussi utilisateur. Quentin, qu'est-ce que tu utilises comme service? Quels sont les services qui sont aujourd'hui opérationnels? C'est à peu près la même question que je posais à Reda, mais il y a déjà un petit bout de temps et ça change aussi très vite. Qu'est-ce que vous utilisez qui est intéressant et que les auditeurs pourraient essayer à leur tour? En termes de service, ce qui est intéressant, c'est que l'environnement Cosmos, il est régi quand même par cet aspect de gouvernance. C'est-à-dire que en fonction du validateur où il va être classé dans le classement, tu vas avoir une notion de voting power. Donc ça va être intéressant. Par exemple, si tu veux faire, comme disait Zadex, des mises à jour ou ajouter des nouvelles fonctionnalités ou par exemple, voilà, tu veux créer quelque chose, ça va être voté avant tout. Euh, Ça a une réelle utilité parce que si tu veux, tu peux demain, si tu veux stacker par exemple sur l'ensemble de l'environnement Cosmos, que ce soit par exemple du Juno, de l'Atome, tu peux être éligible à, et c'est pour l'instant la grosse aussi force de Cosmos, c'est que tu as des parachutages, ce qu'on appelle les airdrops. Et si tu te mets dans les bons endroits au bon moment, tu peux, voilà, hormis le stacking, avoir quand même des airdrops qui peuvent être intéressants si ta date de capture d'une nouvelle blockchain arrive, si tu es dedans, tu peux en bénéficier. Euh, voilà, les APR sont aussi intéressantes. Et Je sais pas, en termes de solutions, est-ce Ouais, que par exemple, quand les gens veulent essayer Ethereum, on peut leur dire, bon, Polygon, allez essayer AAV pour faire du bubble lending, allez swapper c'est sur ça. Sushi. Est-ce que vous avez des choses similaires un peu intéressantes à tester? Ouais, alors justement, il faisait bien de le dire, Swax, du coup. Donc, la première fonctionnalité, c'est vraiment le staking directement on-chain, qui est vraiment intéressant parce qu'on ne passe pas par un smart contract. Donc, on est vraiment secure, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, bon, il y a pas encore trop, mais il y en a quelques-unes qui se créent. Donc, principalement, on utilise tous Osmosis, qui est le DEX principal de l'écosystème Cosmos actuellement, qui va permettre justement d'échanger ses jetons, mais aussi d'utiliser les pools, donc ajouter de la liquidité avec des jetons en paire et avoir justement, comme il disait, des APR plutôt intéressantes. Et surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est actuellement, il y a une proposition donc 157 qui est en cours sur Osmosis qui va permettre justement l'ajout de ce qu'on appelle le superfluid staking, qui va permettre justement aux utilisateurs, pour le moment sur la pool numéro 1, donc la pool Osmo Atom, de déléguer du coup via des jetons de pool. C'est quand même assez intéressant de le dire, c'est que actuellement, on va pouvoir ajouter de la liquidité et les jetons de liquidité, en plus de gagner donc sur les 0,3% de frais d'échange classiques comme il y a sur Uniswap ou autre, on va aussi gagner sur l'incentive en Osmo qui est ajouté donc sur la pool. Et en plus, on va pouvoir donc déléguer les jetons et Osmosis et Atom. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet aux gens d'ajouter de la liquidité et en même temps de sécuriser la blockchain en déléguant du coup les jetons sur des validateurs. Donc ça, c'est vraiment un peu la nouveauté. En termes de protocole, après, il y en a plein d'autres. Le plus connu et qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, alors que ça fait un peu longtemps qu'il est créé, c'est Kava. Donc Kava, c'est du lending borrowing, donc du prêt-emprunt, qui commence à ajouter justement quelques jetons qu'on peut justement supply dessus, donc les déposer pour apporter de la liquidité pour des gens qui veulent emprunter justement, je sais pas, des atomes ou des USDX ou plein d'autres choses, et gagner justement une incentive en faisant ça. Actuellement, donc c'est plutôt sympa parce qu'on dépose par exemple des jetons atomes, on va pouvoir gagner du Kava en échange, et en plus de ça, on va avoir du hard, qui est leur justement token de gouvernance, et du SWP, donc le swap, donc le jeton swap qui est un jeton qui a été introduit pour leur swapping directement sur leur plateforme. Un vrai concurrent de Kava qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps, c'est Yumi Protocol. Yumi, ils sont lancés il y a quelques semaines et quelques jours, le mainnet surtout. C'est exactement la même chose, mais version plus AV. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire un lien avec Ethereum et on va pouvoir justement bridger ces jetons, donc potentiellement de l'USDC, du DAI et de l'USDT pour justement voilà, faire un peu de prêt-emprunt avec des petits pourcentages. Pour le moment, ça reste léger, mais c'est un premier pas.
faut savoir que quand même Gravity Bridge, qui permet justement ce passage d'Ethereum à Cosmos, c'est vraiment tout jeune, hein. On est vraiment au tout début. Donc, il n'y a pas tant que ça de protocoles pour le moment qui permettent de faire une sorte de vrai DeFi à l'intérieur de l'écosystème. Moi, il y a quelques applications que j'utilise aussi, notamment une qui s'appelle Stash. Donc, Stash, c'est une plateforme qui est sous Secret Network. C'est une plateforme d'NFT, un peu dans le même genre que OpenSea. Donc là, c'est un peu moins un protocole DeFi, mais au final, moi, je vois ça un peu de la même façon. C'est j'achète des NFT, je les revends. Je fais un peu du trading d'NFT. Bon, bah, voilà, c'est pas vraiment exposer ces jetons et leur donner une utilité. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas encore trop de protocoles qui permettent de La, les utiliser à bon escient, quoi. la prochaine, la prochaine plateforme d'NFT qui va sortir sur Cosmos, ça va être Stargaze. Stargaze, ouais, qui vient d'ailleurs de passer hier leur upgrade. Donc, ils lancent leur plateforme dans 3 jours aussi. Ça va être aussi sympa. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans la description, là, tout ce que tu as donné, parce que ça va être très intéressant avec la subtilité qu'on ne se connecte pas avec MetaMask. Pour Cosmos, il faut avoir son portefeuille à côté. Il y en a 2 qui sont très connus. Peut-être nous conseiller un des 2. Qu'est-ce que vous utilisez? Bah, moi, j'utilise Kepler Ouais. personnellement. Bon, tu as Cosmos Station aussi qui est pas mal, mais je trouve que Kepler est plus facile d'utilisation, il est plus friendly. Je trouve que l'interface est mieux. Ouais. C'est ça. Actuellement, ouais, il y a vraiment que ces 2 acteurs-là. Il y a Emeris qui est en train aussi de lancer son extension de navigateur de la même sorte que Kepler, justement pour essayer de créer aussi leur propre incentive. Parce que, bon, je n'en ai pas parlé, mais au niveau des DEX, il y en a principalement 2. Donc, un, Osmosis, le plus connu. Et il y a aussi, originellement, c'était Atom qui devait justement créer son propre DEX, qui est donc Emeris. Et bon, qui a un peu fait un flop à côté parce que, bah, en fait, ils n'ont pas la possibilité d'incentiver les pools ou même à peu près tout, parce qu'en fait, bah, le jeton Atom, ça fait longtemps qu'il est sorti, et le jeton Atom, son utilité, bah, c'est pas vraiment ça, en fait. Il n'y a pas vraiment de possibilité de l'utiliser pour créer une incentive comme la tokenomics qui a été créée sur Osmosis pour justement voilà, dire c'est ce jeton que vous utilisez, vous devez l'utiliser partout. Si vous n'en avez pas, en gros, vous n'allez pas trop pouvoir faire de liquidité chez nous, quoi. Ok, effectivement. Et du coup, l'utilité du token Atom chez StakeLab, vous en avez bien conscience. Autant sur Ethereum, pour l'instant, c'est des mineurs qui sécurisent la blockchain. Ça, on comprend un peu les fonctionnements, Ouais. le minage sur Ethereum. Autant du coup sur Atom, Cosmos, enfin sur Cosmos, c'est le staking, la délégation, vous l'avez dit, qui sécurise les blockchains. Si moi, j'ai une idée super intéressante de blockchain et que je veux les monter quelque chose, il me faut un certain nombre de nœuds. C'est à moi d'aller motiver les gens pour qu'ils délèguent leur Atom, si j'ai bien compris. Et c'est là où vous rentrez en partie en jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette partie-là? Ouais, il n'y a pas de souci. Justement, alors, il ne faut pas confondre. Atom, c'est vraiment propre à la blockchain Cosmos. Ouais. Si on lance sa propre blockchain, on crée son propre jeton. Et du coup, c'est son jeton qui sécurise sa propre Ah oui, blockchain. pardon. OK. Ce que font les gens, généralement, c'est qu'ils créent 5 à 6 nœuds qui sont au final leurs validateurs à eux. Donc, c'est très centralisé au départ. Ça, on va dire, c'est un peu une démarche de personnes qui n'ont pas encore tous les contacts et tous les moyens de rentrer facilement dans le milieu. Quelqu'un de moins connu, on va dire, qui lance vraiment son projet. Bon, bah, on crée ses propres validateurs. On regarde, il y a encore quelques blockchains comme ça. SafeChain, par exemple, il y a encore pas mal de nœuds qui sont les leurs. Donc, ils ont principalement, on va dire, la supply à leur charge. Mais à la limite, c'est pas encore trop dérangeant. L'idée, en fait, c'est juste de commencer comme ça, de stabiliser son réseau, voilà, le sécuriser avec un peu plus de 51% pour éviter les civils attaques, justement. Et une fois qu'on a ça, on peut ensuite onboarder des validateurs. On a un pourcentage de notre supply qu'on peut utiliser en disant, voilà, on vous le donne en délégation sur votre validateur, ça vous fait une incentive, vous gagnez un pourcentage de commission dessus, et comme ça, bon, ça vous permet de faire tourner votre serveur, de vous rémunérer et de pouvoir développer justement sur notre blockchain. OK. Et du coup, vous qui êtes un peu du côté technique, un peu du côté que nous, on ne voit pas, juste utilisateur de Cosmos,
Atom. Et qu'est-ce que vous voyez comme choses qui se font en lame de fond, justement? Est-ce qu'il y a vraiment des gros joueurs dans la partie qui sont en train de faire des belles choses? Quels sont les services qui pourraient vraiment être game changer? Tu disais en début d'interview que ça pouvait onboarder Ethereum, en gros, pour les taquiner un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais, ouais, alors aucun souci. Là, comme je disais, il y a Cosmos Station, donc qui est un des plus gros acteurs de l'écosystème Cosmos, qui a du coup les validateurs, mais qui permet aussi d'avoir Minscan. Minscan, c'est, on va dire, un peu l'explorateur qu'il faut utiliser, que tout le monde utilise d'ailleurs, parce que c'est le plus. Voilà, il est bien fait, il est UX friendly, et ça permet justement de vérifier un peu toutes ces transactions. Ils ont vraiment aussi déployé depuis quelques semaines vraiment beaucoup de détails dans les transactions, parce que dans les transactions, il y a quand même pas mal d'informations dont on a besoin, notamment quand on fait des, Les des transferts relais, IBC, comme voilà, ça. les transferts IBC entre chaînes. On a besoin de savoir vraiment d'où ça vient, par quel relayeur ça a été validé, à quelle heure, à quels frais. Il y a vraiment beaucoup de notions dont on a besoin. Il y a aussi toute la partie gouvernance dessus. Et voilà, donc eux, ce qu'ils ont, comme on disait, c'est Cosmos Station. Ils ont aussi donc un wallet. Et à travers ce wallet, ils implémentent aussi quand même pas mal tous les protocoles. Par exemple, avec Gravity Bridge, ils ont intégré justement directement dans leur wallet la possibilité de ramener et de bridger, comme on dit, tout ce qui va être Ethereum, USDC, DAI et USDT, si je ne dis pas de bêtises. Donc un peu ce qu'il y a avec Yumi aussi. Mais de toute façon, tout passe par Gravity. Gravity, en fait, leur idée, c'est voilà, créer des bridges pour à peu près toutes les blockchains et du coup se dire que bon, bah voilà, si vous avez besoin de faire ça, ramener un peu d'Ethereum chez vous, ça sera avec nous, quoi. D'accord, ok. Et c'est là où tu dis que ça peut absorber une partie de l'écosystème et ensuite, une fois qu'elle est sur cet écosystème-là, en plus, elle peut se passer de chaîne en chaîne sans aucun problème, du coup. Ouais, alors pour le moment, il n'y a pas en vrai, il n'y a pas encore beaucoup d'incentives à le faire. On peut imaginer que ça arrive très bientôt parce que c'est intégré sur Osmosis. Ils sont en train de créer justement aussi à travers plusieurs propositions quel bridge ils vont utiliser et comment ils vont l'intégrer. Mais bon, c'est déjà fait, on va dire. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir aussi créer des pools potentiellement ETH Osmo, USDT Osmo ou des choses comme ça. Créer une incentive du coup à venir ramener l'argent, entre guillemets, les jetons de Ethereum à Cosmos. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer que s'il y a une grosse whale ou même deux qui commencent à venir, ils vont en ramener potentiellement deux ou trois de plus, et ainsi de suite. Et si ces whales, du coup, viennent sur l'écosystème, à partir de ce moment-là, généralement, le reste suit parce que c'est eux qui ramènent la liquidité, c'est eux qui ramènent justement les développeurs qui vont venir ensuite parce que s'il y a de la liquidité, il y a de l'argent, donc on peut développer plus facilement. Et au final, à partir de là, on va pouvoir vraiment tout développer. Mais ça Et, reste encore très, très jeune, quoi. et quid Ah, du coup de la sécurité de tout ça, parce qu'on a vu avec Wormhole il y a quelques semaines, Ouais. la difficulté de sécuriser des bridges. Là, si on imagine un bridge avec Ethereum et ensuite d'arriver sur un écosystème où il y a plein de chaînes, tu disais attention aux attaques Sybil, s'il y a une chaîne un peu moins résistante qu'une autre, comment ça, cet aspect-là est vu par la communauté et par les développeurs pour ne pas que ça arrive, qu'il y ait un problème sur une des multiples chaînes et que du coup, ça vient jusqu'à même poser problème sur une chaîne comme Ethereum au bout du rouleau. En bout de la L'avantage, chaîne. Pardon. l'avantage, c'est quand tu vas faire du delegate proof of stake, donc sur un validateur, chaque validateur, à chaque transaction, va signer avec leur clé privée. Donc ça garantit quand même un petit peu l'inviolabilité des données de tout du registre complet que tu pourras avoir sur Cosmos, quoi. Ouais. Et ce qu'il faut bien noter, du coup, c'est que comment on permet de se dire que le bridge il est sécure. Bon, alors là, par contre, c'est un peu justement tout le débat. On parlait aussi d'Axelar au tout début. Axelar, ils sont vus un peu comme un côté un peu moins sécure comme bridge parce que c'est beaucoup plus facile de créer on va dire, un lien entre beaucoup de blockchains rapidement que juste un seul bridge comme fait Gravity, uniquement donc Ethereum, et du coup passer beaucoup plus de temps sur la partie sécurité. Actuellement, c'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qui va me prouver qu'on ne va pas se retrouver avec un trou en plein milieu, comme c'est arrivé avec
Torchain, comme c'est arrivé avec plein d'autres. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué de se dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va vraiment être sécure? Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'audits qui se font. Cosmos, il y a un bel avantage qu'ils ont, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à livrer chaque mise à jour qu'ils font. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils prennent beaucoup de temps aussi sur la partie sécuritaire. Ils font en sorte d'auditer plein de fois avec plusieurs filiales pour être sûr que derrière, on a quelque chose de stable. Après, on reste quand même, comme je disais, sur un écosystème jeune, donc potentiellement moins de visibilité de tout ce qui va être des hackers. Pour le moment, il n'y a jamais eu de faille. Donc, les seules failles qu'il y a eu, c'est Torchain ou des choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment du coup lié à Cosmos directement. Donc, à voir. Mais on ne peut jamais être 100% sûr qu'il n'y aura pas de faille. Ça reste quand même un protocole avec des smart contracts, des choses comme ça. Donc, pour le moment, tout fonctionne bien. L'aspect sécuritaire est vraiment mis en avant. Donc, on espère que ça fonctionne et il y a toujours des gens qui vérifient derrière. Donc, Et là, on l'a compris au fil de nos échanges. On l'avait un peu anticipé aussi avec Reda il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Cosmos, c'est en train de se bâtir. Il y a beaucoup de capitaux, beaucoup de solutions qui sont en train de se mettre en place du côté de cet écosystème. Quand est-ce qu'on peut imaginer, quand est-ce que vous imaginez que le public sera vraiment hypé? Parce que ça reste encore, même si ça prend de l'ampleur assez secret entre les connaisseurs, à quel moment vous pensez que ça va avoir suffisamment, cet écosystème aura suffisamment d'intérêt pour que le public vienne mettre son nez là-dedans? Moi, je pense que 2022 va être une belle année pour Cosmos. Il prévoit quand même d'interconnecter plus de 200 chaînes. Donc, une fois que toutes les chaînes seront connectées, je pense qu'on aura de la visibilité, forcément. ouais, et il y a quelque chose là-dessus, c'est que les gens mettent du temps et c'est surtout aussi les créations de contenu. Ça va être les gens qui vont en parler de plus en plus. C'est un peu l'émulsion générale des réseaux sociaux qui va faire que on avance. C'est un peu ce qui a été créé fin 2021 et qui commence vraiment à prendre de plus en plus le goût du jour. Mais il y a encore un petit manque pour le moment, moi je trouve, c'est la partie un peu plus documentaire. Actuellement, on arrive je sais pas, sur Ethereum ou autre, on a tout à disposition. Si on cherche bien, on peut à peu près tout trouver et développer assez facilement. C'est vrai que quand on arrive sur Cosmos, si on veut essayer d'intégrer Coswasm ou des choses comme ça, à part ceux qui l'ont fait, il n'y a pas vraiment de documentation de how to. Donc pour le moment, ça reste un peu exclusif à ceux qui ont vraiment développé dessus. Mais je pense que cette année, justement, c'est l'année de la création de contenu et justement d'apport justement à un public beaucoup plus vaste qui commence à se créer. Et c'est là où on va voir justement tout l'intérêt. Ok, carrément, et on y contribue justement en ce moment même. C'est ça. Et justement, pour conclure sur cette question, est-ce que vous pouvez nous redire quelques mots sur Stake Lab? Parce qu'effectivement, vous êtes l'un des plus gros hubs, mais en fait, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, en gros, c'est un peu du service as a services, comme ça se dit. Donc, c'est un peu une sorte de range-tout. Mais en gros, voilà, on met à disposition nos validateurs sur toutes les chaînes. Ça permet aux gens de déléguer leurs jetons. Voilà, ça, c'est la première fonctionnalité de la plateforme. On est actuellement en train de développer une application qui va permettre aux gens, du coup, un peu comme Cosmos Station, d'aller du coup directement sur notre application, d'avoir accès à tous ses comptes, un peu comme il y a sur Emeris actuellement, donc c'est-à-dire accéder à sa balance totale, accéder à toutes ses chaînes, les connecter ou non, et ensuite on va pouvoir du coup faire les fonctionnalités classiques donc de management de portefeuille, donc c'est-à-dire déléguer, undelegate, déplacer ses jetons, les envoyer, les recevoir, et ensuite il va y avoir aussi toute la partie donc explorateur pour vérifier un peu ces transactions, qu'est-ce qui s'est passé. Et la partie la plus importante qui pour moi est la gouvernance. Pour être un bon citoyen, il faut voter et généralement on est récompensé quand on s'y attend pas. Voilà. Et en termes de TVL, ça représente combien? Est-ce que vous avez une idée de la TVL que vous avez du coup? Ça navigue entre 50 et 80 millions actuellement Ouais, de dollars. c'est assez énorme. Ok, ben, merci beaucoup messieurs pour cette petite présentation. Je mets tout en description de toute façon, que ce soit votre solution Stake Labs ou que ce soit tous les protocoles dont tu as parlé tout à l'heure. Merci pour ce petit tour d'horizon et de toute façon on reste connecté avec vous et puis je mettrai vos liens en description aussi des réseaux sociaux pour qu'on ne rate rien sur cet écosystème, particulièrement les airdrops dont tu parlais Quentin tout à C'est le l'heure. plus important. Merci beaucoup messieurs, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.